Bonjour. Donc je vais commencer. Je vous rappelle ce que j'ai fait la semaine dernière. Je vous ai donné une introduction au condensat biologique en essayant de dégager ce qui me paraissait être les caractéristiques principales des condensats biologiques et en partant de l'article original qui était l'article qui avait été fait par Hyman, Brangwyn et leurs collaborateurs. J'ai encore une chose à rajouter sur cette introduction que j'avais faite. Je vais vous présenter un autre exemple d'étude expérimentale de condensat biologique. Puis après, ce que je ferai, je vais changer pas mal de sujets, aller à des choses très très classiques. Je vous parlerai de transition de phase du premier ordre et j'essaierai d'insister sur les deux aspects qui me paraissent intéressants et relevants pour les condensats biologiques, qui sont la dynamique de la transition de phase, c'est-à-dire comment est-ce que le système se sépare en deux phases. Et puis la deuxième partie, c'est ce qui concerne les polymères, et en particulier les polymères chargés. Donc je vais commencer par cette étude expérimentale qui a été faite, donc j'ai appelé ça condensat biologique pour l'activation du cortex d'actine. Alors c'est un article dont le premier auteur s'appelle Yann. Et qui est paru dans Nature en 2022. Et c'est un article de l'équipe de Stéphane Grill à Dresde. Pardon. Donc ce qu'étudie cet article, c'est la matériation méiotique du cortex de C. elegans. Donc c'est l'œuf de C. elegans, et ce qu'il regarde, c'est comment évolue le cortex entre avant et après la fertilisation. Avant, le cortex est très dilué et pas actif, il n'est pas contractile, donc ça c'est avant la fertilisation. Et puis, après la fertilisation, le cortex devient dense et il devient très contractile. Et entre les deux, il y a une période de 10 minutes, donc qui commence au moment de la fertilisation, où apparaissent évidemment des condensats biologiques, autrement je n'en parlerai pas, qui contiennent de l'actine, qui apparaissent et qui disparaissent en fonction du temps. Donc c'est pendant une période de 10 minutes. Donc ils apparaissent au cortex de l'oocyte. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je n'ai pas de pointeur. Est-ce que... Vous voyez les deux images en haut. La première image en haut à gauche, c'est avant la fertilisation. La deuxième image, c'est au moment de la fertilisation. Puis vous voyez toute une série de points qui apparaissent dans la troisième image. Ça, c'est les condensats biologiques qui apparaissent. Puis après, il y a un événement un peu violent. Il y a l'éjection de quelque chose qui s'appelle le polar body. Donc ça, c'est ce qui se passe in vivo. Merci beaucoup. Je vais remontrer le film du coup. Donc les condensats biologiques, c'est ces petits points qui apparaissent ici, ils apparaissent et ils disparaissent. Ce qui est marqué en vert, c'est les histones. Je ne sais pas pourquoi les histones sont marquées en vert. Ce n'est pas vraiment ça qu'ils étudient dans l'article. Ils étudient des oocytes ex vivo, c'est-à-dire qu'ils ont sorti
de la mer qui n'ont pas besoin de fertilisation pour maturer. Donc c'est un système qui n'est pas tout à fait le même. Donc voilà les oocytes qu'ils étudient. Les points ici sont des condensats biologiques. Si vous fixez un point, alors ils ont à la fois du vert et du rouge, j'y reviens. Si vous fixez un point, il apparaît et il disparaît. Donc ces condensats-là, ils ont une taille d'à peu près 0,1 micron. Et ils ont une durée de vie entre 10 et 30 secondes. Alors ce qu'on voit là, et ça c'est assez bien établi, ce qu'il y a dans ces condensats biologiques, c'est surtout de l'actine, et c'est des filaments d'actine. Et ces filaments d'actine, ils sont marqués par un marqueur fluorescent qui s'appelle LifeAct, qui est un marqueur classique de l'actine. Ça, c'est les couleurs violettes que vous voyez apparaître. Et à la fin du film là-haut, à la fin de l'image là-haut, vous avez ces paquets denses qui sont des filaments d'actine agrégés dans le cortex. Et puis, il y a tout un tas de protéines qui servent à la polymérisation de l'actine. C'est l'équivalent du complexe qui s'appelle ARP2-3. Ce que fait ARP2-3, c'est qu'il favorise le branchement de l'actine. Donc là, ce qui marque, c'est LifeAct. Ça, c'est en violet. Et puis, alors ce n'est pas tout à fait ARP2-3 qui marque, c'est un activateur d'ARP2-3 qui, dans d'autres systèmes, s'appelle WASP, et la protéine qui marque, elle s'appelle WSP1. Et ça, c'est ce qui est marqué en vert. Donc dans ce film-là que je vais repasser, un point, c'est à la fois de l'actine et des activateurs de polymérisation de l'actine. Donc c'est ça que vous voyez dans ce film-là. Et on voit des clusters qui apparaissent. Alors il suffit d'en fixer un, on voit très bien qu'il apparaît puis qu'il redisparaît dans un temps qui est très court, pendant les 10 minutes, qui est la durée de cette phase-là. Cet article m'a intéressé pour deux raisons. Il m'a intéressé d'abord parce que c'est quelque chose, vous allez voir, l'interprétation qu'ils en font est uniquement basée sur la cinétique de réaction qui se passe à l'intérieur. Ça veut dire que la séparation de phases, à part peut-être fixer les densités, mais ils considèrent que c'est des choses qui mesurent ça, n'intervient pas trop là-dedans. Donc c'est un peu orthogonal à tout ce que je dirai après, et je voulais insister sur le fait que ces cas-là existent aussi. Le deuxième point, c'est que c'est un système qui oscille, ces condensats biologiques apparaissent et disparaissent. Et puis la troisième chose qui m'a intéressé, c'est la démarche, la façon dont ils construisent un modèle théorique uniquement en basant directement sur les expériences et en faisant des hypothèses raisonnables à partir de l'expérience. Vous allez voir qu'ils arrivent à un modèle qui est extrêmement simple et qui permet d'avoir des interprétations quantitatives sur tous les comportements possibles pour un système comme ça. Donc c'est un peu ça les trois choses qui m'ont intéressé. Comment ? Il ne parle pas de myosine. Ceci dit, à la fin, dans le cortex, il y a des myosines, parce que le contexte est contractile. Dans les condensats, je ne crois pas qu'il y ait des myosines. Donc qu'est-ce qu'on mesure ? Ils rendent la fluorescence quantitative, et leur idée, c'est de décrire ce système-là comme un système effectif à deux composants. Alors les deux composants, c'est l'actine, ou le LifeAct exactement, puisque c'est ça qui est fluorescent. Et le nombre de molécules d'actine, il l'appelle grand A. Ça, c'est le premier composant. Et le deuxième composant, qui s'appelle W, donc le nombre de molécules, c'est W, c'est l'autre chose qui marque, qui est WSP1. Et leur idée, c'est de dire, avec ça, j'ai les deux composants principaux, et je fais un espèce de modèle effectif où ce que représentera exactement W, ce n'est pas exactement les molécules de WSP1, c'est toutes les molécules qui vont avec, et ce que j'appelle A, c'est toutes les molécules qui vont avec l'actine. Donc c'est ça leur démarche, et ils arrivent à faire des mesures qui sont tout à fait quantitatives, à la fois de A et de W. Donc voilà les mesures, alors c'est un peu sombre ici.
Ça, c'est W au cours de la croissance et de la décroissance d'un agrégat. Donc vous voyez qu'au début, c'est surtout WSP1 qui augmente. Il passe par un maximum et il redécroît. Et puis ça, c'est l'actine. L'actine suit un peu plus tard. Alors c'est normal parce que WSP1, c'est quelque chose qui active la polymérisation de l'actine. Donc on voit l'actine un peu après WSP1. Et puis ça redécroît aussi. Donc ça, c'est un premier type de choses qui mesure, c'est les quantités de molécules. Et puis il y a une deuxième chose qui est ici, c'est le volume du condensat. Le condensat apparaît, donc le volume augmente, et puis le volume redécroît, et vous voyez que celui-là, il prend 30 secondes, il a une durée de vie de 30 secondes. Puis il y a une deuxième courbe ici, alors c'est ce qu'ils appellent la stoichiométrie, c'est A sur A plus W, qui augmente, et puis qui va saturer, augmenter à la fin de l'expérience. Comment est-ce qu'ils font l'expérience? Ils ont énormément de clusters dans ces images-là. Donc pour tous les condensats, ils mesurent à un instant donné à la fois A et W. Donc chaque condensat, ça donne un point dans ce plan-là AW. Et puis ils mesurent la vitesse, ça veut dire qu'ils mesurent dA sur dt et dW sur dt. Et en un point donné, ils mettent une petite flèche qui dit comment va évoluer A et comment va évoluer W. Si la flèche pointe vers le haut, ce qui est le cas au début, c'est que W augmente. Si elle penche vers la droite, ça veut dire que A augmente. Et puis une fois qu'on a fait ça, dans le plan, si on prend un cluster donné, il suit une trajectoire. La trajectoire, c'est l'enveloppe des vitesses dA dt et dW sur dt autour de sa vie. Donc vous voyez que cette image-là, elle se traduit par quelque chose comme ça. Au début, c'est surtout W qui augmente. W passe par un maximum. Après, A a beaucoup augmenté, passe par un maximum aussi. Puis ici, ils décroissent tous les deux et le cluster disparaît. Donc ça, c'est la vie de ces clusters. Et pour un autre cluster, on aura une courbe qui a à peu près la même forme, mais qui est soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Donc ils ont comme ça une trajectoire dans ce plan-là AW de la vie des clusters qui inclut la vitesse, c'est-à-dire qu'ils incluent le taux d'augmentation ou le taux de décroissance des deux quantités qu'ils ont qui sont A et W. Donc c'est ça la philosophie. Et puis après, à partir de ça, leur idée, c'est de dire on n'a que deux variables et on va essayer d'écrire à partir de ces observations-là ce qu'on appelle un système dynamique. Alors, traditionnellement, les systèmes dynamiques, on écrit dA dt égale quelque chose et dW sur dt égale quelque chose. Avant ça, ils font plusieurs observations. Ils remarquent comment change le volume avec le nombre de molécules, et ce qu'ils trouvent, c'est que le volume V il varie comme A fois un volume VA plus W fois un volume VW. C'est pas très facile de justifier cette règle-là. En tout cas, moi, je ne sais pas le faire. J'ai appelé Frank Ulicher. Il m'a dit c'est expérimental et c'est très utile. Mais toutes les données qu'ils ont sont assez bien ajustées par ça. VA et VW, il faut bien voir que c'est des volumes effectifs. Ça veut dire que c'est plus gros que le volume des molécules parce qu'il n'y a pas que les deux molécules qui sont marquées. Donc toutes les autres molécules sont cachées dans ce volume effectif. Et c'est beaucoup plus petit que la taille des condensats. C'est quelque chose comme donc VA ou W, c'est quelque chose comme 10 puissance moins 7 micromètres cubes. Ça, c'est plus gros que la taille d'une molécule, mais c'est pas mal plus petit que la taille des condensats qui sont de 0,1 micron. Donc on a une espèce de thermodynamique effective où on cache toutes les autres molécules dans ces volumes VA et VW. Si on dit qu'il y a un module de séparation de phase, il y aurait une constante ici, ça je sais le justifier. Sans la constante, je ne sais pas, peut-être que expérimentalement la constante est faible et que c'est ça qui fait cette règle-là. Après, si on veut justifier un système dynamique, donc on a deux variables W et A. La première chose, c'est que si on regarde au temps très court, ici, c'est surtout W qui croît
et W croît au départ plus vite que linéairement, si on regarde les flèches. Donc ce que ça veut dire, ça, c'est que W a tendance à recruter W, et ça, ils l'écrivent assez naïvement comme une boucle d'autoréaction positive. W, quand il est là, il active le recrutement de W. Alors, il y a une deuxième chose qui est évidente, parce que ça sert à ça, c'est que W, ça active la production d'actine. Par contre, au bout d'un certain temps, quand il y a beaucoup d'actine, et c'est ce qu'on voit ici, W commence à décroître. Ça veut dire que plus il y a d'actine, plus on inhibe la production de W. Donc si W s'auto-recrute, l'actine inhibe la production de W. Et puis il y a une troisième chose, c'est que l'actine peut se casser en morceaux, peut dépolymériser ou être coupée. Alors je ne sais pas comment on dit severing en français, mais et donc l'actine peut disparaître comme ça. Et après, ils écrivent des cinétiques, style cinétique de réaction chimique. Ça veut dire qu'on va mettre un taux Kr ici, un taux Kd ici. Ici, on va mettre un taux Kl. Ici, on va mettre un taux Kb. Une fois qu'on a écrit ça, on écrit les équations les plus simples qui sont compatibles avec ça. Ça veut dire que dW sur dt, c'est Kr fois W. Ça, c'est l'auto-recrutement. Moins quelque chose qui est dû à A, donc moins KL fois A fois W. Et si on a envie que ça soit une vraie phase, il faut que ça dépende que des quantités locales. En particulier, il y a une question d'extensivité. Si je multiplie le nombre de molécules par 2 ici, je le multiplie par 2 ici, mais là, je le multiplie par 4. Et donc, ce qui est naturel, c'est de diviser par le volume. Donc voilà, alors je vais vérifier que je n'ai pas inversé les noms par rapport à mes notes. Oui, et puis dA sur dt. Alors dA sur dt, il est activé par W. Donc il y a un taux d'activation Kb. Alors B, c'est pour branching. Hein, A fois W. Et pareil, si je veux que ça soit une vraie phase bien définie, il faut que ça dépasse que d'une quantité locale. Alors la quantité locale, ici, hein, c'est la concentration. Donc pareil ici, A W sur V, moins la destruction de l'actine, moins Kd fois A. Donc ça, c'est ce que leur disait un peu leur intuition, et puis ils ont essayé de vérifier ça. Alors il y a plusieurs moyens de vérifier ça. Une première chose, c'est que si vous regardez cette trajectoire-là, W augmente, et puis il y a un endroit ici où il y a une tangente horizontale. Donc ils pointent l'endroit où est la tangente horizontale. Ça, c'est l'endroit où dW1 sur dt égale 0. Et puis ils le font pour plusieurs condensats, et ils regardent où sont tous les points sur lesquels dW sur dt égale 0. Ça, dans le langage des systèmes dynamiques, ça s'appelle les zéroclines. Ça, c'est l'endroit où W atteint un maximum, ça pourrait être un minimum, hein, puisque la tangente est nulle. En anglais, ça s'appelle nullkline, qui était le mot que je connaissais. Il a fallu que je cherche sur Internet quel était le mot français. Puis il y en a deux. Il y en a une qui est dW sur dt égale 0 et dA sur dt égale 0. Et la propriété qui remarque, c'est que si vous tracez ces zéroclines, ça c'est la zérocline pour W, donc c'est quand dW sur dt égale à 0, c'est une droite. Et celle-là, qui est la zérocline pour l'actine, c'est aussi une droite. Donc quelque part, leur résultat expérimental, c'est que les zéroclines sont des droites. Alors ce qui est parfaitement vérifié par ça, que je peux vous montrer très simplement, donc je vais écrire la zérocline pour W. Donc c'est dW sur dt égale 0. Vous voyez que je peux diviser tout par W. Donc ça me dit que Kr est égal à KL fois A sur V. Puis je peux multiplier de ce côté-là, KL fois A. Je multiplie de ce côté-là, et comme V est linéaire en A et W, ça fait bien une droite, et pareil pour l'autre.
Donc le système dynamique tel qu'il est écrit comme ça, il vérifie bien le fait que les zéros clean sont des droites. Il y a une deuxième chose qui vérifie, c'est qu'ils écrivent le taux de croissance soit de W, soit de A. Donc le taux de croissance, c'est 1 sur W dW sur dt. Ça, c'est KR moins KL fois A sur V. Et ils veulent faire apparaître ce qu'ils appellent la fraction volumique. La fraction volumique d'actine, c'est phi égale le volume occupé par l'actine, donc c'est A fois VA, divisé par V. Vous pouvez multiplier par VA en haut et en bas ici, et ça doit être une droite décroissante, une pente décroissante, une droite avec une pente décroissante en fonction de A, qui est ce que vous avez ici. Alors il le trace en fonction de A moins phi. C'est celle-là, pardon. Celle de W, c'est celle-là. Et en ajustant ces droites-là, ils peuvent calculer les 4 constantes de réaction. Et donc ils connaissent à partir de ces ajustements-là tous les paramètres du problème. Donc on a une description qui vérifie bien un certain nombre d'aspects qualitatifs et pour lesquels on n'a plus aucun paramètre ajustable. Alors il s'avère que ce système dynamique-là, il est extrêmement simple. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai regardé l'équation pour la fraction volumique. J'ai écrit dφ sur dt. Il y a un 1 sur phi, 1 moins phi qui apparaît là. Donc il suffit de bidouiller ces deux équations. C'est de l'algèbre bête que je ne vais pas vous faire. Et puis dφ sur dt, c'est alpha plus bêta phi, où alpha et bêta sont des combinaisons des taux de réaction. Donc alpha, c'est moins kd et bêta, c'est kl sur VA. Et vous voyez que cette équation, qui ne fait intervenir que la fraction volumique, elle ne dépend que de la fraction volumique. L'idée là, c'est de dire, au lieu d'utiliser ces deux variables-là, je vais utiliser la fraction volumique, qui est une fraction locale, et l'expérience que je vous ai montrée tout à l'heure montre bien que c'est un paramètre pertinent bien défini, puis je vais utiliser le volume. Donc je vais écrire 1 sur V, dV sur dt. Alors dV sur dt, c'est une quantité extensive, c'est pour ça que je divise par V. Et puis là, il n'y a qu'une fonction de phi, donc c'est 1 moins phi kr moins phi kd plus moins bêta fois phi 1 moins phi. Et là aussi, 1 sur V dV sur dt, j'avais deux variables au départ. Si j'utilise V et phi, ça ne peut dépendre que de phi. Et on voit bien que ça dépend que de phi. Ça veut dire que ça correspond bien à l'idée qu'on a d'un système qui est séparé, c'est qu'à l'intérieur du système, la seule variable qui me reste, c'est la fraction volumique, et que je peux tout exprimer en fonction de la fraction volumique. Alors on peut regarder un peu plus en détail ce diagramme-là. Donc ça, c'est la droite où dW sur dt égale 0. Ça veut dire qu'au-dessus de la droite verte, W croît, et en dessous de la droite verte, W décroît. Alors, je vais vous le faire ici. Hein. Ça, c'est mon plan WA. Et puis j'ai la deuxième droite qui est là. Pareil, ça c'est dA sur dt égale 0. Donc au-dessus de la droite rouge, A croît. Donc A croît ici. Et A décroît là. Et A décroît ici.
Alors c'est bien ce qu'on observe, hein, si je me place au-dessus de la droite verte, les deux croient, vous voyez que la courbe croisse, je croise cette droite-là, l'actine continue à croître et W décroît. Donc qualitativement, on a forcément une forme qui est égale à celle-là, rien qu'en regardant ce système dynamique. En fait, il est tellement simple, celui-là, qu'on peut presque le résoudre à la main. Alors, je ne l'ai pas résolu à la main, je vais simplement vous montrer ce que ça donne numériquement. Donc il y a deux paramètres qui sont phi et W. Donc voilà la forme de phi. Le temps initial est fixé par la condition initiale, et puis phi croît, et puis temps vers 1, c'est 10 ici, parce que j'ai multiplié phi par 10, autrement ce n'était pas visible. Et puis, dans les instants initiaux qu'ils ont, phi est quelque chose comme 0,3, donc le temps initial est ici. Et puis phi croît vers 1, ça veut dire qu'à la fin, il y a de plus en plus d'actine dans le système et de moins en moins de W, et quand le système meurt, il n'y a pratiquement plus que de l'actine. Et puis le volume, alors je n'ai pas écrit le volume en fonction du temps, ce qui est facile, c'est de prendre le rapport de ces deux équations et de calculer le volume en fonction de W. Le volume augmente et décroît. La forme qui est presque un cercle est due au fait que j'ai été un peu flemmard, donc j'ai pris bêta égale 0, et quand bêta égale 0, c'est pratiquement un cercle. Donc voilà un système où en raisonnant uniquement sur les mesures expérimentales, on arrive à avoir un système dynamique, et les courbes que je vous ai montrées avant, c'est-à-dire ces courbes-là, sont parfaitement ajustées par la théorie avec les paramètres qu'on connaît. Donc ce système à deux variables décrit bien ces condensats, leur apparition et leur décroissance. Alors c'est des biologistes. Évidemment, quand on est biologiste, on aime bien faire des mutations ou changer un peu le système. Donc ils ont fait du RNAi, donc de l'ARN interférence. Alors sur une quantité dont je ne connais pas le nom par cœur, mais qui est marqué sur la slide d'après, ARX2. Ça veut dire qu'ils suppriment par ARN interférence la protéine ARX2. Ça, c'est une protéine du complexe ARC2-3. Et quand ils font ça, en comparant avec les résultats théoriques, la chose que ça fait, c'est que ça augmente KD. Donc on fait disparaître l'actine plus vite. Alors voilà les images quand on augmente KD. Ça, c'est l'image qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire où tout le complexe de polymérisation est là. Et puis quand on augmente l'ARN interférence, c'est-à-dire quand on n'en fait pas beaucoup, il reste encore des clusters. Et puis quand on en fait beaucoup, c'est-à-dire quand KD est très grand, il y a des paquets de W qui se font, et on n'a plus du tout les condensats biologiques qu'on avait avant. Alors je peux vous montrer le film qui montre ça. Donc voilà l'évolution qui est complètement différente en présence d'ARN interférente de ce composé ARX2. Si vous tracez maintenant la trajectoire qui suppose c'est celle-là, ils n'ont pas la précision pour faire l'ajustement théorique de la nouvelle valeur de KD, donc c'est celle-là qu'ils proposent. Ici, les deux composés décroissent, donc le volume décroît, et puis le volume remonte après. Il n'y a qu'un seul régime qui fait ça, qui est un régime où vous changez les deux paramètres que j'ai appelés alpha et bêta ici. Et si vous faites alpha négatif et alpha plus bêta positif, le volume décroît et puis remonte beaucoup après. Les quantités de A et de B, il suffit de multiplier phi qui est ici par le volume qui est là et on trouve les formes qu'ils annoncent. Donc on a une description très propre de ce système-là avec un système à deux états. Alors qu'est-ce qu'on tire de ça? D'abord que c'est tout à fait compatible avec la supposition qu'il y a des condensats biologiques parce que ça ne dépend que des propriétés locales et donc tout se passe comme si on était dans une phase bien définie. On a ce phénomène d'apparition et de disparition. La question, c'est à quoi ça sert? Alors, ils n'ont pas vraiment de preuve de à quoi ça sert. Ce qui postule à la fin de l'article, c'est que ça sert un peu à tamponner la polymérisation de l'actine et que ça évite d'avoir un emballement de la polymérisation de l'actine en captant l'actine dans ses condensats biologiques.
Voilà donc un exemple de condensat biologique dont la dynamique est extrêmement simple, est décrite par un système dynamique et ne fait appel nulle part aux transitions de phase que j'ai mentionnées la dernière fois et dont je vais parler pendant les 3 cours qui viennent. Alors ça fait appel nulle part, pour moi elle est cachée là quand même. C'est-à-dire les paramètres VA et VW, ce n'est pas les volumes moléculaires, ce n'est pas le volume du condensat, c'est quelque chose d'intermédiaire. Et ce quelque chose d'intermédiaire, pour moi, c'est fixé par la thermodynamique hors équilibre ou à l'équilibre, mais c'est fixé, donc elle est cachée là, mais ce que ça suppose, c'est que la cinétique de la thermodynamique est extrêmement rapide par rapport à la cinétique des réactions qui sont là. Donc voilà le... Alors, ça n'explique pas du tout pourquoi il y a un condensat. C'est très pragmatique, et à la limite, c'est ce que j'aimais bien dans cet article-là, c'est que c'est très très pragmatique, et on arrive avec ces idées très très pragmatiques à faire des choses quantitatives avec un nombre de paramètres ajustables qui est quand même remarquablement faible. Et ça n'implique pas que le condensat que j'ai montré là, ils font des statistiques, et tout marche avec les mêmes valeurs des paramètres. Donc voilà ce que je voulais dire pour finir, donc pour vous donner un exemple de condensat qui est un peu différent de ce dont j'ai parlé la dernière fois. Ce que je veux faire maintenant, c'est aller complètement à l'autre côté et puis vous parler de transition de phase du premier ordre. Alors, il faut que je change mes... Donc c'est le deuxième chapitre du cours. Je vais effacer ici. C'est un sujet très très classique, et les choses que je vais dire sont très classiques, qui est un peu fui par les physiciens. Beaucoup de transitions de phase, on a l'habitude, sont les transitions de phase du premier ordre. L'équilibre entre l'eau liquide et l'eau solide se fait par une transition de phase du premier ordre. C'est toutes les transitions où vous avez un équilibre entre deux phases. Et ce que je vais faire pour l'instant, parce qu'après j'irai un peu plus loin, c'est regarder uniquement les systèmes à l'équilibre thermodynamique. Et comme je le disais au début, je vais insister sur deux aspects, la cinétique. Alors je me suis aperçu que je n'avais jamais fait de cours sérieux sur la cinétique des transitions de phase, pourtant Dieu sait, j'ai fait des cours de physique statistique. Donc je vais essayer d'insister un peu là-dessus, et puis après sur les aspects polymères, ça j'en ai fait plein par contre. Donc je vais commencer par la thermodynamique des transitions de phase. Donc je vais considérer une solution, parce que tout ce qui se passe dans les cellules se passe en solution. Et pour me simplifier la vie, je ferai des commentaires dans un quart d'heure sur qu'est-ce qui se passe s'il y a plus de composants. Je vais supposer qu'il y a deux composants A et B. A, je vais l'appeler le solvant. B, je vais l'appeler le soluté. Le soluté, ça peut être n'importe quoi, du sel, du sucre, des protéines. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est simplement de regarder la thermodynamique. Et je me garde la possibilité que les deux soient des polymères. C'est pratique d'en appeler un le solvant, l'autre le soluté. Si vous voulez inverser, vous pouvez inverser. Ce n'est pas très important que ça soit un solvant et un soluté. Ce que je vais utiliser comme variable, c'est la concentration en molécule B. Ça, c'est le nombre de molécules B par unité de volume dans la solution. Et puis, je vais utiliser les mêmes variables que là. Je vais introduire la fraction volumique. Et pour ça, il me faut un volume des molécules. Pour me simplifier la vie, pour éviter d'écrire des choses trop compliquées, je vais supposer qu'elles ont le même volume. Donc, le volume moléculaire, je l'appelle V. C'est le même pour A et B, avec une toute petite astuce. Le solvant,
il va être soit polymère, soit monomère. Celui-là, il va être soit polymère, soit monomère. Si c'est un polymère, ce que j'appelle V, c'est le volume du monomère. C'est-à-dire c'est une répétition de sous-unité, et ce que j'appelle V, c'est le volume de la sous-unité qui est la taille du monomère. Le volume d'un polymère, c'est N fois V, où N est la longueur. La fraction volumique, c'est phi égale C fois V. Ça, c'est la fraction volumique de B. Et puis, la somme des fractions volumiques est égale à 1. Donc, la fraction volumique de A, c'est 1 moins phi. Ça, c'est pour B. Et après, ce que je veux faire avec ça, c'est de la thermodynamique. Si je veux faire de la thermodynamique, il faut que je me donne une énergie libre. Alors ça, les gens qui font de la chimie savent bien, je ne vais pas écrire une énergie libre. Je veux travailler à pression constante, donc je vais écrire officiellement ce qui s'appelle une enthalpie libre, que j'appellerai quand même une énergie libre, mais je vais travailler à pression constante. Et puis je vais supposer que la solution est incompressible. Alors ça, c'est une très bonne approximation, sauf si vous allez au fond de l'océan pour des systèmes complètement extrêmes. Je suis tout à fait conscient que dans ce cas-là, ce que je vais raconter n'est pas tout à fait exact, qu'il faudrait le faire plus proprement. C'est des cas qui sont tellement négligeables que je n'ai pas envie de les traiter ici, ça prendrait bien plus de temps. Donc je suppose que c'est incompressible. Dans mon langage, incompressible, ça veut dire que V ne dépend pas de la pression. Et donc l'énergie libre, il y a un modèle, donc je vais écrire mon enthalpie libre, j'ai fait une concession, je l'ai appelé G. Ça c'est l'enthalpie libre totale de la solution. Si je mesure le volume, c'est clair qu'on a envie de définir des propriétés localement, donc cette enthalpie libre, elle est égale au volume, fois une enthalpie libre par unité de volume, que je vais appeler F, parce que c'est comme ça que j'ai l'habitude de l'appeler. Ou si vous voulez, je somme sur tous les points de l'espace dans le volume de la solution, fois F, et ça me définit la densité d'enthalpie libre. Pour ça, pour la calculer, soit il faut faire de la physique statistique, soit il faut avoir un modèle qu'on connaît déjà. Il y en a un qui marche extrêmement bien, à la fois pour les liquides simples et pour les polymères, c'est le modèle de Flory-Huggins. Alors, ce que je vais écrire, c'est F. Je vais l'écrire, encore une fois, avec V. Donc, je vais écrire FV sur kT. Ça, c'est une énergie libre par unité de volume. Je multiplie par un volume, donc ça, c'est une énergie. Et je divise par kT, où K est la constante de Boltzmann et T est la température. Comme ça, j'ai une énergie libre qui est sans dimension. Dans toute la suite du cours, je ferai V égale 1, c'est-à-dire je choisirai l'unité pour que V soit égal à 1. Il y a presque la plupart des équations, il n'y a rien à faire. Il y en a quelques-unes où il faut rajouter un facteur V. Si j'y pense, je vous mentionnerai où il faut rajouter le facteur V. Donc l'énergie libre de Flory-Huggins, il y a deux contributions. Il y a un terme qui est phi log phi. Alors phi sur NB log phi plus 1 moins phi sur NA log de 1 moins phi, plus qui, phi fois 1 moins phi. Alors, il y a deux types de termes. Il y a ces termes-là. Ça, en gros, c'est l'entropie. Et c'est ce qu'on obtient pour une solution idéale. Si vous avez un petit soluté, c'est phi log phi plus 1 moins phi log de 1 moins phi. Quand c'est des polymères, et c'est ça la contribution de Flory et de Huggins, c'est que si B c'est un polymère avec NB monomère, il faut mettre un facteur 1 sur NB. Alors ça c'est très simple, c'est que ce qui compte là, c'est l'entropie de translation du polymère, et il y a un seul degré de liberté de translation. Donc ce qui compte, c'est le nombre de polymères par unité de volume, et pas le nombre de monomères. Pareil pour A. Et puis il y a un terme d'interaction. J'ai divisé par kT, donc l'énergie de répulsion entre A et B, c'est juste qui en unité de kT.
Ça veut dire que qui c'est E sur kT, où E est l'énergie de répulsion entre A et B. Et comme j'ai utilisé phi et 1 moins phi, je n'ai pas besoin des autres variables parce que j'ai une seule variable, donc c'est une interaction effective entre A et B. Donc voilà l'énergie de Flory-Huggins. Je vais vous la montrer. Donc j'ai tracé l'énergie de Flory-Huggins. Alors avec deux types de paramètres, j'ai une courbe bleue où chi fois Na est égal à 2, et ça c'est la courbe bleue. Et j'ai une courbe orange où chi fois Na est égal à 1,3. Il y a plusieurs choses que je veux montrer là-dessus. La première, c'est que ça part de 0 et ça revient à 0. Ça, c'est la définition de l'énergie qu'on a fait Flory-Huggins. C'est ce qu'ils appellent une énergie libre de mélange. Ça veut dire que j'ai retrancé l'énergie libre des composés purs. Donc si j'ai A pur, ça fait 0. Si j'ai B pur, ça fait 0. Ça veut bien dire qu'en 0, ça doit faire 0. En 1, ça doit faire 0. Ce que je veux vous faire remarquer, c'est que celle-là, elle est purement convexe. Celle-là, elle devient concave au milieu. On va revenir à ça tout de suite sur les questions de transition de phase. Alors après, il faut être un tout petit peu plus subtil dans la thermodynamique. Je vais définir deux quantités. La première, c'est ce que je vais appeler le potentiel d'échange. Mu. C'est la dérivée de l'énergie libre par rapport à la fraction volumique phi. Je vous laisse regarder ça, mais si vous écrivez phi en fonction du nombre de molécules, ce que c'est que ce potentiel d'échange, c'est mu B moins mu A, potentiel chimique des molécules B moins potentiel chimique des molécules A. Ce que ça veut dire, c'est que ça, c'est l'énergie que ça vous coûte de remplacer un monomère A par un monomère B dans la solution. C'est ça que ça veut dire, sauf que je parle en termes d'énergie libre. Donc ça change les interactions, mais ça change aussi l'entropie. Et puis il y a une deuxième quantité, qui est la pression osmotique, que ça vous connaissez mieux. Puis, la pression osmotique, c'est presque le potentiel chimique du solvant. C'est moins le potentiel chimique du solvant, donc moins mu A divisé par le volume V. Donc c'est une énergie par unité de volume, comme doit l'être une pression. Si vous regardez ce que sont les potentiels chimiques ou que vous calculez la dérivée de l'énergie par rapport au volume, ce que vous allez trouver, c'est que la pression osmotique pi, c'est phi2 d de f sur phi sur d phi, et ça c'est phi fois mu moins f. Si j'ai une solution très diluée, je vous laisse faire de calcul, on va retrouver la loi des gaz parfaits, c'est kT fois phi pour une solution très très diluée. Si la solution devient concentrée, les interactions vont commencer à compter, et puis ce terme-là du solvant va commencer à compter aussi si le système n'est pas très très dilué. Cette relation vous prouve que phi et mu ne sont pas complètement indépendants. Je vais différencier. Si je fais une petite variation de pi, dpi, alors c'est phi d mu plus mu d phi moins df. df, c'est df sur d phi. Donc ça fait moins mu d phi. Ces deux termes s'annulent. Et dpi, c'est phi d mu. Ça, c'est ce qu'on appelle la relation de Gibbs du M.
Donc voilà la thermodynamique dont je vais avoir besoin. Maintenant, ce que je veux faire, c'est vous décrire en ces termes-là ce que c'est qu'une transition de phase. Alors c'est pour ça que j'ai tracé ces deux courbes, bleu et jaune. Dans le cas de la courbe jaune, la courbure est toujours tournée vers le haut. Si la courbure est tournée vers le haut, la solution est toujours stable. Ça veut dire que si je me place à une fraction volumique quelconque, il ne se passe rien, la solution reste stable. Si la courbure est tournée vers le bas à un endroit donné, la solution se sépare en deux phases. Donc il y a une séparation de phase si la courbure de l'énergie libre devient concave. Ce qui est bien le cas ici. Je vais refaire mon dessin uniquement dans ce cas-là. Donc c'est vrai, si qui est grand, donc si qui est suffisamment grand, je peux retracer. Il ne faut pas que je la mette ici, parce que tout est négatif. Il faut que je la mette ici. J'ai quelque chose comme ça, avec 0 ici, 1 ici, ça c'est phi, et ça c'est f. La façon dont on obtient les fractions volumiques dans les deux phases qui se séparent, c'est la règle que dont vous avez déjà dû entendre parler, qui est la construction de la double tangente. Alors je vais vous la justifier très très rapidement. Si vous avez deux phases à l'équilibre, il faut qu'elles soient à la même pression, mais elles sont toujours à la même pression dans mon cas parce que j'ai supposé que la pression était constante. Et puis, il faut que je puisse échanger les molécules entre les deux phases. Ça veut dire que les potentiels chimiques des deux composés doivent être les mêmes dans les deux phases. Donc P égale constante, et puis mu A et mu B identiques dans les deux phases. Alors, au lieu de dire que mu A et mu B sont les mêmes, je peux écrire que mu est le même, parce que mu c'est mu A moins mu B. Donc si mu A et mu B sont les mêmes, mu A et moins mu B est le même dans les deux phases. Et puis la pression osmotique est aussi la même, parce que V est constant, et donc moins mu A sera constant. Donc c'est pour ça que j'ai introduit le potentiel d'échange et la pression osmotique, c'est qu'ils doivent être identiques dans les deux phases. Je vais effacer ça, parce qu'autrement on va s'y perdre. Alors, comment est-ce que j'assure que pi et mu sont les mêmes dans les deux phases? En cherchant les points, les deux points pour lesquels il y a une tangente commune à la courbe aux deux points. C'est-à-dire si je trace une droite comme ça, elle est tangente en ce point-là, elle est tangente à ce point-là. Mu, c'est la pente. La pente de la tangente est la même aux deux. Donc la pente, c'est mu. C'est mu A égale mu B égale mu équilibre. Et ce point-là, l'ordonnée à l'origine, c'est la pression osmotique. Et vous voyez que si je trace la tangente que je mesure l'ordonnée à l'origine, à ce point-là ou à ce point-là, j'ai la même pression osmotique.
Donc à partir de ça, je peux construire un diagramme de phase. Dans les diagrammes de phase, si vous en avez fait, les variables expérimentales, c'est la température, bien sûr, et la fraction volumique. Si je suis extrêmement naïf et que je considère que E ne dépend pas de la température, 1 sur qui, c'est comme la température. Donc je vais mettre 1 sur qui ici, en fonction de la fraction volumique. Et puis, pour une valeur de 1 sur qui, alors je vais les appeler phi d et phi c. Les fractions volumiques dans les phases à l'équilibre, ça c'est la phase où il y a peu de B, donc elle est diluée. Ça c'est la phase où il y a beaucoup de B, donc elle est concentrée. Et pour une valeur donnée de qui, je peux reporter ces deux points, et ça me donne une courbe. Je vais tracer ici. Alors il faudrait que je la trace en bleu, je vais la tracer en bleu. Donc pour une valeur de qui donnée, j'ai phi d ici et phi c ici. Ça, c'est ce que je vais appeler le diagramme de phase. Cette courbe a un autre nom dans la littérature, elle s'appelle la binodale. Alors je ne vous ai pas dit comment j'avais choisi NA et NB. J'ai fait NB égale 2NA ici. C'est une valeur complètement arbitraire, c'est juste parce que je voulais avoir une courbe asymétrique, autrement la chose est un peu triviale. Il y a un autre point qui joue un rôle, c'est que vous voyez que ici, à ce point-là et à ce point-là, il y a un point d'inflexion sur l'énergie libre. Je vais les appeler phi SD, phi D, S, ici phi C, S. Si je trace pas seulement la binodale, mais que je trace aussi ces deux points-là, qui est ce qu'on appelle la spinodale, à l'intérieur de la binodale, j'ai une deuxième courbe. Ça, c'est phi D, S. Et ça, c'est phi C, S. Il y a un point spécial ici, qui est le point où la température est maximale. Ça, c'est un point critique. Un point critique, si je déplace cette droite vers le haut, les points phi C et phi D deviennent de plus en plus proches. Donc un point critique, c'est un point où il y a équilibre entre deux phases identiques. Donc ici, j'ai une concentration phi K. Qui me donne le point critique, et puis j'ai une température critique. Donc voilà le diagramme de phase totale. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que j'ai besoin de construire la binodale et la spinodale? Je pourrais très bien me contenter des fractions volumiques d'équilibre dans les deux phases. La différence entre ce qui se passe à l'intérieur de la spinodale et à l'extérieur de la spinodale, c'est la dynamique de séparation de phase. Alors dans un diagramme comme ça, si je suis à l'extérieur de la binodale, il y a une seule phase. Et dans toute cette région-là, interne, il y a deux phases. Si on regarde à l'intérieur de la spinodale, c'est l'endroit où la courbure est négative. Alors la spinodale est assez facile à calculer, il faut calculer le point d'inflexion. Donc vous calculez la dérivée seconde de l'énergie libre, et puis vous écrivez qu'elle est égale à 0, et vous allez avoir la spinodale, ça se fait en une ligne. La binodale, c'est un tout petit peu plus compliqué, donc il faut écrire que pi et mu sont égaux dans les deux phases, mais ça donne une équation qui est un peu méchante. Ici, l'énergie libre est concave, et le système est complètement instable. Le mécanisme cinétique de séparation de phase, c'est ce qu'on appelle la décomposition spinodale. Donc ici,
Ce n'est pas la région qui va m'intéresser aujourd'hui, je reviendrai là-dessus dans un cours suivant. Je vais m'intéresser à cette région qui est entre la spinodale et la binodale. Entre la spinodale et la binodale, le mécanisme de séparation de phase, c'est ce qu'on appelle un mécanisme de nucléation et croissance. Ça veut dire que si je me place ici, tout près de la phase diluée, il va se former spontanément des gouttes de phase dense par un mécanisme de fluctuation, qui est le mécanisme de nucléation, et puis ces gouttes de phase dense vont croître dans la phase diluée. Donc c'est ce mécanisme-là que je vais vous décrire de façon plus quantitative maintenant. Donc j'ai appelé ça dynamique des transitions de phase. Deux points, nucléation et croissance. Je vais considérer un point ici. Donc je prends la solution en une seule phase. Je change la température pour l'amener là, à une fraction volumique que je vais appeler phi s, qui est telle que phi s est supérieur à phi d. C'est plus grand que la phase diluée à l'équilibre, mais c'est plus petit que la fraction volumique dans la spinodale. Donc c'est ça le régime qui m'intéresse. Et ce que je veux vous décrire, c'est comment, à partir de ce point-là, où je forme une goutte, j'arrive à générer toute la phase concentrée qui va être en équilibre avec la phase diluée. Alors si je veux faire les choses simplement, la bonne variable, ce n'est pas vraiment la concentration, c'est le potentiel d'échange. Donc je vais avoir un potentiel d'échange mu qui est mu de phi s, que je pourrais calculer en calculant la dérivée de l'énergie libre ici. Le point qui est important, c'est que ce point-là, il n'est pas à l'équilibre. S'il était à l'équilibre, il serait juste sur la binodale ici, et il serait à l'équilibre avec une phase dense. Il n'est pas à l'équilibre, ça veut dire que son potentiel d'échange, il est plus grand que le potentiel d'échange minimum que j'aurais à cette température-là, qui est le potentiel d'équilibre. Donc ça veut dire que mu s il est supérieur à mu équilibre, et avec le temps, le potentiel d'échange va baisser et va atteindre l'équilibre, où j'aurai équilibre entre ces deux phases-là, où j'aurai mu s égale mu d égale mu c. Donc c'est ça le mécanisme que je veux décroître, que je veux décrire. Il y a un paramètre important qui est ce qu'on appelle la sursaturation, que je vais appeler delta mu, qui est mu s moins mu équilibre. Ça, c'est peut-être quelque chose qui vous parle plus. Si vous avez une vapeur d'eau qui est sursaturée, elle a beaucoup plus, elle n'est pas à l'équilibre, elle a envie de se condenser. Au départ, elle a un potentiel chimique trop élevé. Quand elle se condense, elle atteint le potentiel chimique d'équilibre, et vous avez équilibre entre la vapeur sèche et l'eau. C'est exactement ça le mécanisme que j'ai envie de décrire, sauf que je veux décrire la cinétique. Alors, la façon dont je vais le faire, c'est que je vais vous décrire la croissance d'une goutte. Alors, il y a une référence
Oui. Alors, oui, mais je ne sais pas comment... C'est une bonne idée, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'on peut allumer une lumière? Bon, ici, tu vois? À gauche, tu vois? Eh bien, je vais aller à gauche tant que j'ai pas de... Je suis désolé. Ah, voilà. Merci. Donc voilà ma goutte. Elle a un rayon R. Ça, c'est une goutte de phase dense. Autour, j'ai ma phase diluée, mais c'est une phase diluée qui n'est pas à l'équilibre. J'ai un potentiel chimique μS qui est supérieur à mu équilibre, où delta mu est supérieur à 0. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer le potentiel chimique mu en fonction de la distance R au cœur de la goutte. Donc il y a un potentiel chimique d'équilibre qui serait là. Ça serait mu équilibre. Ça, c'est ce que j'atteindrais à un temps infini. Si je suis très loin, j'ai un potentiel chimique μS. Et ce que j'ai envie de comprendre, c'est comment on passe de l'un à l'autre. Alors, ce que je vais vous demander d'admettre pendant 2 minutes, et je vais vous le montrer dans 2 minutes, c'est qu'à l'intérieur de la goutte, le potentiel chimique est constant. Donc, le potentiel chimique, mu- est constant ici. Il est un peu plus élevé que mu équilibre, parce qu'autrement le système serait complètement à l'équilibre, et à l'extérieur, je n'ai pas le potentiel chimique d'équilibre. Donc il est quelque part intermédiaire entre les deux. Donc à l'intérieur de la goutte, jusqu'à R, j'ai un potentiel chimique mu-, qui est plus grand que mu équilibre, mais qui est plus petit que μS. Maintenant, si je regarde juste de l'autre côté de l'interface ici, je vais avoir un potentiel chimique mu+, mais les molécules qui sont là, elles sont à l'équilibre avec celles qui sont à l'intérieur de la goutte. Ça veut dire que mu+ doit être égal à mu-. Ça dépend peut-être du rayon. Donc je vais écrire que mu+ égale mu-. Et je vais l'appeler mu de R. Donc ici, j'ai mu de R. Très loin, je dois atteindre μS. Donc, quelque part, ça veut dire que le profil de potentiel chimique, il est comme ça. Il est constant à l'intérieur de la goutte et il augmente jusqu'à atteindre μR. Vous voyez que dans cette région-là, le potentiel chimique n'est pas constant. Il y a un gradient de potentiel chimique. Un gradient de potentiel chimique, ça crée un flux. Et le flux, il amène les molécules à l'endroit où le potentiel chimique est le plus bas. Donc il va y avoir un flux de molécules depuis l'extérieur jusqu'à la surface de la goutte. Et ça, c'est exactement la croissance de la goutte. Il faut que je ramène des molécules sur la goutte pour la faire croître. Donc ce qui m'intéresse maintenant, c'est de regarder le flux de molécules B. Donc le flux de molécules B, J. Si le gradient de potentiel chimique n'est pas trop grand, il est proportionnel au gradient. Donc il y a un gradient U. On a envie d'envoyer les molécules vers le potentiel chimique le plus bas, donc il y a un signe moins. Puis il y a un coefficient ici qu'on appelle la mobilité. Et je vais supposer que ce coefficient est constant. Ce n'est pas très vrai, mais comme il va être pertinent que dans la phase diluée, la concentration ne varie pas beaucoup et les variations de mobilité ne sont pas très importantes. On peut le faire avec une mobilité qui n'est pas constante, ça complique juste le problème et ça compliquerait et ça serait plus difficile à comprendre. Maintenant, une fois que j'ai le flux, je peux écrire la conservation des molécules. Alors la conservation, c'est simple.
c'est dφ sur dt plus la divergence de J égale 0. Et maintenant, vous voyez qu'ici, j'ai deux processus qui se font en même temps. Il y a les équilibres chimiques, qui sont la relaxation locale de la concentration, et puis la croissance de la goutte. Et dans tous les problèmes qu'on va étudier, l'équilibre osmotique est très rapide. Qu'est-ce que ça veut dire que l'équilibre osmotique est très rapide? Ça veut dire qu'il est très rapide par rapport à la croissance de la goutte, et que la croissance de la goutte est un processus très lent. C'est-à-dire que ce terme-là est négligeable, et que localement, je suis dans un état quasi-stationnaire. Si je suis dans un état quasi-stationnaire, l'équation pour phi, c'est divergence de J égale 0. Ça, c'est une constante. Divergence de gradient, c'est le Laplacien. Et donc, j'ai Laplacien mu égale 0. Donc si je veux avoir le potentiel chimique, il faut que je résolve cette équation Laplacien mu égale 0 dans une géométrie qui est sphérique. C'est une équation du deuxième ordre, donc il suffit que je trouve deux solutions. Il y en a une qui est très simple, c'est mu égale constante. Et il y en a une deuxième que tout le monde connaît, parce qu'il s'avère que ça, c'est l'équation du potentiel électrostatique. Et on sait qu'une charge électrostatique, ça crée un potentiel en 1 sur R. Donc la deuxième solution, c'est 1 sur R, et la solution générale, c'est A plus B sur R. Maintenant, si je suis à l'intérieur, quand je fais tendre R vers 0, il faut que B soit égal à 0, parce qu'autrement, le potentiel chimique serait infini. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur, mu est égal à une constante. Donc à l'intérieur, mu moins égale constante. C'est ce que je vous ai écrit avant, hein. C'est ma constante qui est là. Maintenant, à l'extérieur, j'ai deux constantes à déterminer, mais j'ai deux conditions. Je sais qu'ici, ça doit être mu de R, et je sais que là, ça doit être mu S. Donc il faut écrire les systèmes des deux équations à deux inconnues. Je vais vous écrire la réponse. Donc à l'extérieur de la goutte, mu de R si je fais tendre R vers l'infini, ce terme ne compte pas, et mu est égal à mu S. Si je fais petit r égale grand R, c'est-à-dire si je me place là, je vous ai dit que le potentiel chimique devait être continu, le mu S va s'annuler et ça me donne bien la réponse. Alors je conçois que les potentiels chimiques, ça vous paraisse un peu abstrait, donc on va essayer de tracer comment vaut la concentration maintenant. Donc la fraction volumique, phi en fonction de R. Donc il y a deux, elles étaient en rouge tout à l'heure, on va les mettre en rouge. Il y a deux concentrations d'équilibre. Ça c'est phi C. Et ça c'est phi D. Et puis j'ai une concentration phi S. Qui est la concentration que j'ai imposée loin de la goutte. C'est la concentration où j'ai fait la trempe ici. Donc très loin, ça doit être égal à phi S. Maintenant, si je regarde à l'intérieur de la goutte, mu de R va être plus grand que mu équilibre. Ça veut dire que la concentration est un peu plus grande que phi D. Alors je vais refaire mon dessin pour laisser un peu de la place au milieu. Je vais mettre mu S ici. Hein. Phi S. Et à l'intérieur de la goutte, j'ai une valeur phi moins
qui est un peu plus grande que phi d. Pardon, je dis des bêtises. C'est plus subtil que ça. Voilà phi d. La goutte est dense, donc elle ressemble à la phase dense qui est là. Donc la goutte, elle a une fraction volumique qui est de l'ordre de phi c. Mais le potentiel chimique est plus grand que le potentiel chimique à l'équilibre. Donc à l'intérieur, la concentration est plus grande que phi c, pas plus grande que phi d. Donc ça veut dire qu'elle est comme ça. Ça, c'est phi moins. Quand j'arrive à la surface de la goutte, je tombe sur la phase externe. La phase externe, elle a une concentration qui est différente de phi d, avec un potentiel chimique qui est un peu plus grand que phi d. Donc la concentration, elle est un peu plus grande que phi d. Donc voilà phi plus ici, qui n'est pas tout à fait la phase à l'équilibre, parce que le potentiel chimique n'est pas le potentiel chimique d'équilibre ici. Et après, ça relaxe vers phi s. Donc ça va faire comme ça. Donc j'ai un peu plus grand que phi c ici, un saut de concentration, ça c'est ma transition de phase, et puis ça relaxe vers la concentration imposée à l'infini phi s. Alors maintenant, ce que je veux, c'est la cinétique. Attends, j'entends pas, il faut parler plus fort parce que je suis un peu sourd. Dans la zone petite terre plus grand que grand R, pourquoi la croissance ne part pas de phi plus? Pourquoi elle part pas, elle part de là, pardon. Elle part de là, oui. Elle part de phi plus. Elle part de phi plus. Merci. On est d'accord? Merci. Donc maintenant, je veux calculer le flux. Mu, il est là. Donc il faut que je prenne le gradient. Ça va me faire un vecteur radial. Hein, donc ça va faire un vecteur ER. Il faut que je dérive 1 sur R. Ça fait moins 1 sur R2, mais il y a un facteur moins. Donc il y a un lambda sur R2, grand R, facteur de mu. J'insiste sur le fait que mu de R qui est là est plus petit que mu S, donc le flux est négatif. C'est bien ce que je veux. Je veux que les molécules aillent vers le potentiel chimique le plus bas, et je veux ramener les molécules vers la goutte, et c'est pour ça qu'elle croît. Donc ce flux-là, il est bien négatif. Maintenant, si je veux savoir comment croît la goutte, il faut que j'écrive une équation de conservation à la surface de la goutte. Je vais écrire que le flux qui arrive, il sert à faire grossir la goutte. Alors le flux qui arrive, il est négatif, donc c'est moins J. Et puis je dois l'intégrer sur toute la surface de la goutte, donc c'est moins J 4 pi R2. Ça, c'est le nombre de molécules que j'apporte, et c'est égal à la variation du nombre de molécules dans la goutte. Alors, qu'est-ce que c'est la variation? Le volume de la goutte, c'est 4 tiers de pi R3. Donc la variation, c'est 4 pi R2 dr sur dt. Mais il y a un autre facteur, c'est que avant que les molécules arrivent, la concentration, c'est phi moins, c'est phi plus, et quand elles s'agrègent à la goutte, ça devient phi moins. Donc il y a un facteur phi plus moins phi moins moins phi plus ici. Ça, c'est la différence de concentration entre l'extérieur et l'intérieur fois le changement du volume. C'est ça qui me donne le nombre de molécules que j'ai rajouté à la goutte. Ça veut dire ça que dr sur dt, alors le 4 pi R2 s'en va, c'est moins J sur delta phi
où delta phi, c'est phi moins 1 phi plus. Et phi moins 1 phi plus, si le rayon est beaucoup plus grand que les tailles moléculaires, ça va être en gros phi c moins phi d. Donc voilà comment varie le rayon de la goutte. Et je connais tout maintenant, parce que j'ai calculé J. Alors il me manque encore un truc. Il me manque encore mu R. Le mu ici, je ne l'ai pas calculé. Pour ça, il faut que je regarde ce qui se passe à l'interface. À l'interface, j'ai une pression osmotique pi- à l'intérieur de la goutte et une pression osmotique pi+ à l'intérieur de la goutte. Et puis ici, je vous ai dessiné une vraie surface, mais en fait, la concentration varie brutalement entre phi- et phi+. À cause de cette variation brutale de la concentration, il y a une tension de surface entre les deux phases. Je vais appeler gamma. Et la tension de surface, elle impose la loi de Laplace, elle impose que la pression à l'intérieur la pression osmotique à l'intérieur est plus grande que la pression osmotique à l'extérieur. Donc pi- moins pi+ est égal à 2 gamma sur le rayon de la goutte. Ça, c'est l'effet que vous avez quand vous gonflez un ballon. Vous êtes obligé d'exercer une pression plus grande parce qu'il y a une tension de la membrane. Alors, ce n'est pas pi- pi+ qui m'intéresse, c'est mu de R. Oui. Dans ce genre de problème, souvent, il faut un rayon minimal pour la nucléation. J'entends pas. Dans ce genre de problème, en général, il faut un rayon minimal pour que la nucléation se fasse. On y arrive. Pour l'instant, c'est exactement là que je veux arriver. Dans 3 minutes, il y aura le rayon minimal. Je vais calculer pi- moins pi équilibre. Ça, c'est la variation de la pression entre pi équilibre et pi- quand la concentration passe de phi d à phi-. Je vous ai dit que dpi, c'était phi d mu. Donc ça, c'est à peu près égal à phi d, facteur de mu- moins mu équilibre. Ça, c'est ce que j'avais appelé la relation de Gibbs du M. Je peux faire la même chose de l'autre côté. Je peux calculer pi+ moins pi équilibre. Là, c'est phi c, facteur de mu+ moins mu équilibre. Et maintenant, je veux... Pardon, j'ai mis... C'est concentré à l'intérieur et dilué à l'extérieur. Maintenant, je veux pi- pi+. Je peux retrancher ces deux équations. Donc, j'ai pi- moins pi+. Égal, j'ai mu- mu+ est égal à mu- est égal à mu de R. Donc, c'est mu de R moins mu équilibre fois phi c moins phi d. Ça veut dire que 2 gamma sur R, ça c'est ce que j'ai appelé delta phi, mu de R moins mu équilibre. Cette relation s'appelle la relation de Gibbs-Thomson. Elle me donne le potentiel chimique mu de R que j'ai ici en fonction
de la différence de concentration entre les deux phases à l'équilibre, et puis de la tension de surface. Alors maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour arriver à ce qu'il voulait tout à l'heure. Je vais écrire dr sur dt égale, alors il faut que je retrouve mon équation avec dr sur dt, moins j moins 1 sur delta phi, et puis j, où est-ce qu'il est j? Il est là, donc j'ai lambda, il y a 2 moins, ça fait plus, lambda, je veux j sur la surface, donc j'ai 1 sur r 2 fois r, j'ai 1 sur r. Puis après j'ai mu r moins mu s, mu r moins mu s, je vais écrire c'est mu r moins mu équilibre, plus mu équilibre moins mu s. Alors mu r moins mu équilibre, il est là, c'est 2 gamma sur r delta phi. Plus mu équilibre moins mu s, ça c'est moins delta mu. Et j'ai compté 2 fois le signe moins, donc le signe est le mauvais. Donc voilà la loi de croissance du rayon d'une goutte isolée si je connais la sursaturation delta mu. Alors je vais la réécrire avec un signe plus. Je vais sortir le delta phi qui est là. Ça fait lambda sur delta phi carré fois r, delta mu delta phi moins 2 gamma sur r. Donc, je vous rappelle ce que j'ai fait. J'ai pris une goutte qui est apparue par fluctuation quand j'ai trempé le système à la concentration phi s. Ça, c'est la sursaturation. Ça, c'est la différence de concentration entre les deux phases. Et puis ça, c'est en gros la pression de la place. Maintenant, si R est grand, ce terme-là est négligeable. Et donc dr sur dt est positif. Donc si R est grand, dr sur dt est positif. Si R est petit, ce terme-là va être plus grand que celui-là, et dr sur dt est négatif. Donc les grosses gouttes croissent. Et les petites gouttes décroissent. Et il y a un rayon critique. Le rayon critique, c'est le rayon que j'obtiens quand ça s'annule. Donc c'est R égale 2 gamma toutes les gouttes qui sont plus petites que le rayon critique ont tendance à s'évaporer. Toutes les gouttes qui sont plus grandes vont croître. Et ça veut bien dire ce qu'il disait tout à l'heure. Ça veut dire que pour démarrer la séparation de phase, il faut que j'arrive à créer par nucléation des gouttes qui sont plus grandes que le rayon critique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rayon critique de nucléation. Alors, je n'ai pas encore tout à fait fini. Évidemment, il ne va pas apparaître une seule goutte. Donc maintenant, ce que je veux regarder, c'est la croissance de la phase dense dans la phase diluée. Alors, je vais le faire de façon très très qualitative. Ça, c'est ce qu'on appelle le mûrissement d'Oswald. J'ai essayé de chercher l'article original d'Oswald,
Personne ne le cite, il y a des quantités d'articles sur le mûrissement d'Oswald. J'en ai trouvé un qui le citait. Bon, c'était en Zeitschrift für physikalische Chemie, ce qui va encore à peu près, sauf que la référence était fausse. C'était un article qui n'avait rien à voir avec M. Oswald. Du coup, j'ai un peu regardé M. Oswald, qui était lituanien, et qui était un scientifique absolument gigantesque. Le nombre de choses qu'il a fait dans sa vie, c'est absolument impressionnant. Et c'est des choses dont moi, enfin, j'ai un peu oublié, mais des choses dont j'avais entendu parler partout sans qu'on m'ait jamais cité M. Oswald, ont été faites par M. Oswald. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est considérer qu'il y a plusieurs gouttes, avec cette règle que les petites gouttes décroissent et les grandes gouttes croissent. Si les grandes gouttes croissent, elles vont pomper des molécules vers les grandes gouttes. Quand elles pompent des molécules dans les grandes gouttes, ça va abaisser la concentration φS. Donc φS décroît avec le temps, et ça veut dire qu'avec le temps, la sursaturation va décroître. Donc delta mu décroît avec le temps. Ça, c'est un effet qui est quasiment géométrique. Hein. Si je fais croître les grosses gouttes, il faut que je prenne les molécules dans la phase externe. Et quand je prends les molécules dans la phase externe, je fais baisser la concentration de la phase externe, et le potentiel chimique croît avec la concentration. Donc μS décroît avec le temps. C'est pareil, hein, delta mu et μS. Maintenant, si j'ai beaucoup de gouttes, donc je vais appeler I les gouttes, hein, I les gouttes, j'ai conservation du volume. Ça veut dire qu'au départ, j'avais une concentration φS, donc le nombre de molécules B, au départ, c'était φS de T égale 0. Et puis à un instant T, ça c'est réparti entre les grosses gouttes et puis le background. Alors je vais appeler V, le volume des grosses gouttes, c'est VG. La concentration, la fraction volumique des grosses gouttes, c'est ce que j'ai appelé phi-, mais enfin c'est à peu près égal à phi c. Hein. Plus ce qu'il y a autour. Autour, je suis à la concentration phi d, et il y a un volume V moins Vg. Où Vg, c'est le volume, c'est la somme des volumes de toutes les gouttes. C'est-à-dire que Vg, c'est somme sur toutes les gouttes qu'il y a dans la solution de 4 tiers de pi RI au cube, où RI, c'est le volume de la goutte I. Alors évidemment, c'est pas très facile à résoudre comme ça de façon discrète. Donc ce qu'on va introduire, c'est une distribution de gouttes P de R, ça c'est la probabilité pour qu'une goutte donnée deux faces denses dans ma solution ait une distribution R. Ce qui est facile, c'est d'écrire une équation pour cette distribution R. On va écrire que les grosses gouttes croîtent et les petites décroître. Donc il suffit d'écrire une équation de conservation. dP sur dt, plus la divergence du flux dans l'espace des gouttes, c'est-à-dire plus d sur dr de dr sur dt fois p égale 0. Et dr sur dt, je le connais, il est donné par cette équation-là. Donc ça me donne une équation pour p de r et de t, qui est la distribution de gouttes en fonction de r et de t. Ça, c'est une équation qui a été étudiée par Lifshitz et Syozov. L'article original est absolument horrible. C'est très russe, il y a 10 notations qui ne sont pas définies. Enfin, moi, j'en ai un souvenir cauchemardesque, tellement que je ne suis même pas retourné le regarder cette fois. L'article que je vous recommande, c'est l'article de Bray en 2005. Donc, je l'ai mis dans les références.
C'est un article de revue sur la cinétique des transitions de phase du premier ordre, qui lui est absolument limpide. Et c'est d'ailleurs là que j'ai pris l'idée de le faire avec le potentiel chimique. Tous les autres le font avec la concentration. Ça fait des équations gigantesques avec le potentiel chimique. J'ai rien eu à résoudre jusqu'à maintenant. Par contre, l'idée de Lifshitz et Syozov, elle est bonne. Ce qu'il dit, c'est que si on attend suffisamment longtemps, la solution doit être self-similaire. Ça veut dire qu'au lieu de chercher P de R, ils écrivent que P, c'est 1 sur une taille caractéristique, 1 sur R bar, fois une fonction de R sur R bar, et R bar dépend de T. Donc il ne cherche pas une solution générale de cette équation-là, il cherche une solution qui a cette forme-là. Alors c'est très simple au départ, vous supposez qu'il y a cette forme-là, vous reportez là-dedans, et vous apposez que tous les coefficients qui apparaissent sont proportionnels, comme ça le temps disparaît, et après vous n'avez plus qu'une équation pour cette fonction f. Qui plus est, cette équation est facile à résoudre. Sauf qu'il faut imposer des conditions et limites, et celles-là, elles sont extrêmement subtiles. Donc je ne vais pas le faire. Ceux qui sont intéressés, allez regarder dans l'article de Bray, c'est extrêmement bien expliqué. Et avec ça, il trouve une fonction f de R sur R bar. Donc il faut trouver R bar de T, il faut trouver f de R sur R bar. Alors, la seule chose que je vais vous montrer, c'est qu'est-ce que c'est que R bar de T. Donc, c'est le rayon typique des gouttes. Quelque part, le rayon typique, il doit satisfaire cette équation-là. Mais delta mu dépend de T, et je ne vous ai pas dit comment delta mu dépendait de T. Mais si vous cherchez une solution qui est autosimilaire comme ça veut dire que tous les termes doivent croître de la même façon. Donc quoi qu'il arrive, ce terme delta mu delta phi, il doit être égal à 2 fois de gamma sur R ou 3 fois gamma sur R, enfin une constante gamma sur R. Ça veut dire que l'équation qui fixe R bar de T, c'est dr bar sur dt égale. Alors j'ai 1 sur d. Alors je ne vais pas mettre égal, je vais mettre proportionnel. Parce que je ne sais pas calculer le coefficient numérique comme ça. C'est proportionnel à 2 gamma sur R2 lambda. À partir du moment où vous cherchez une solution self-similaire, tous les termes doivent être du même ordre de grandeur. Ça doit être positif, parce que les grosses gouttes doivent croître. Et donc ce terme-là, il doit être du même ordre que celui-là. C'est la seule façon dont vous trouverez une solution f de R. Il y a un coefficient, et c'est celui-là qui est difficile à trouver dans la théorie de Lifshitz-Syozov. Ça, c'est facile à résoudre. Ça vous dit que R3 est proportionnel à gamma lambda sur delta phi au carré, et j'ai oublié delta mu au carré. Non, je n'ai pas oublié delta mu au carré. C'est lambda gamma sur R2 delta phi au carré, fois T. Et donc R bar est proportionnel à T puissance 1 tiers. Donc je vous ai dit que la croissance était très lente. Elle se fait en loi de puissance avec une loi de puissance qui est extrêmement faible. Un exposant 1 tiers. Et cet exposant 1 tiers, alors Lifshitz et Syozov, il regardait des mélanges de solides, mais dans les systèmes fluides, il a été extrêmement bien vérifié, par exemple dans des mélanges de polymères. Je ne vais pas vous donner la fonction f qui est là. Par contre, je vais vous la montrer parce qu'elle est intéressante. Donc voilà cette fonction-là. Donc, elle est tracée en fonction de x, qui est R sur R bar. Il n'y a pas de gouttes à des petits x. C'est normal parce que les gouttes à petits x, elles s'évaporent, et donc il n'y a plus de petites gouttes, et c'est elles qui vont grossir les grosses gouttes. Ensuite, ça augmente. Ensuite, il y a un maximum au voisinage de 1, et elle devient 0 à 1,5. Ça veut dire qu'il n'y a pas... Si on attend très longtemps, alors c'est un attracteur, ça veut dire que quelle que soit la solution dont on part, quelle que soit la façon dont se fait la nucléation, on finit là-dessus. Il y a une taille maximale de gouttes, et la taille maximale de gouttes croît avec le temps. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est vrai ça?
C'est vrai dans la théorie que je vous ai mis là. J'ai oublié les fluctuations quand même. Donc si on mettait les fluctuations, peut-être qu'on aurait des gouttes qui iraient plus loin que cette valeur-là. Mais ça décrit très bien les résultats expérimentaux. Il y a encore une quantité que je n'ai pas déterminée. C'est la valeur du maximum ici. La valeur du maximum, elle est donnée par ma fameuse relation que j'ai écrite là. Donc vous reportez, une fois que vous avez la fonction, vous dites qu'elle est définie à un coefficient près, vous reportez là-dedans, et ça vous donne le coefficient, et dans ce cas-là, le problème est complètement résolu. Ce que ça veut dire ça, donc je vais m'arrêter là, plusieurs choses. Il y a un rayon critique de nucléation. Les gouttes plus petites que le rayon critique de nucléation disparaissent, les gouttes plus grosses croissent, mais ce rayon critique, il dépend du temps, parce que delta mi dépend du temps, et il va croître en fonction du temps. Donc j'ai un rayon qui croît en fonction du temps, et qui croît jusqu'à devenir infini, et quand le rayon est infini, vous allez développer une phase macroscopique, qui est la phase à la concentration φC, qui est en équilibre avec la phase à la concentration φD dans laquelle j'ai fait ma trempe. C'est pour ça que je disais la dernière fois que ce qui est difficile, ce n'est pas tellement d'expliquer qu'il y a une transition de phase, ce qui est difficile, c'est d'expliquer pourquoi la transition de phase, elle ne me génère pas des gouttes infinies, et elle me génère des gouttes finies, comme on en observe dans les condensats biologiques. La dernière chose que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres mécanismes, et peut-être que vous auriez pensé à celui-là d'abord. Les gouttes peuvent fusionner, par exemple. Il y a un résultat un peu miraculeux, donc je ne sais pas. Alors ça existe, hein, les systèmes où les gouttes fusionnent. Par un espèce de miracle des mathématiques, la loi est la même. C'est-à-dire que la croissance est proportionnelle à t puissance 1 tiers, sauf que le coefficient est très différent. Le résultat général, c'est que la fusion des gouttes ne compte pas trop. Je vous montrerai un exemple la semaine prochaine où on voit des gouttes fusionner sur le film que j'ai. Donc je ne pourrais pas vous dire que ça n'existe pas. Je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, je veux bien y répondre. Je suis un tout petit peu en retard. Je vous prie de m'excuser pour ça. Voilà, merci.